Eh bien, bonjour à nous tous et bienvenue pour la revue d'actualité mensuelle de l'OCIR. Donc, traditionnellement, nous débutons par les failles et les bulletins, et en particulier Microsoft. Et ce mois-ci, sous l'impulsion d'Étienne, nous avons fait un petit peu évoluer cela. Nous avons essayé de rassembler tous les bulletins Microsoft en un seul, enfin deux slides, plutôt que de rebalayer bulletin par bulletin tout ce qui était publié par Microsoft. Donc, sur le mois de juillet, donc là, par contre, nous balayons les actualités de juillet et août, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, il y a plusieurs actualités que je passerai rapidement. Concernant juillet, donc pas mal de vulnérabilités corrigées côté Microsoft, avec quelques vulnérabilités assez importantes, avec une qui est assez originale et rigolote, qui concerne le serveur DNS Microsoft et qui permet tout simplement d'avoir une exécution de code sans authentification sur le serveur. Et comme en général sur les serveurs DNS sont des contrôleurs de domaine, ça permet d'avoir une vulnérabilité très intéressante. La particularité, c'est que donc il s'agit d'une exécution de code suite à une requête d'un client. Le payload entre guillemets ne vient pas du client, mais du second serveur interrogé par le serveur DNS. En gros, vous faites une requête DNS sur un enregistrement quelconque, et le serveur DNS Microsoft va donc requêter le vrai serveur DNS qui, lui, en retour, va envoyer le payload. Et donc, l'exécution de code se fait de cette façon-là. En général, normalement, je fais une grande prière pour ça. Personne n'expose un serveur DNS Microsoft contrôleur de domaine sur Internet. Donc, en théorie, ce genre de vulnérabilité ne peut être exploité que depuis l'interne d'un système d'information, à l'intérieur d'un système d'information. Mais après, il suffit d'accéder à un mauvais site web qui va vous faire une requête DNS qui ne passerait pas par votre proxy ou choses comme ça. Enfin, il y a plusieurs moyens de quand même exploiter cette vulnérabilité depuis l'extérieur. Elle est particulièrement intéressante. Concernant août, donc là encore pas mal de vulnérabilités, donc là 120. Quelques vulnérabilités exploitées dans la nature sur Internet Explorer. La vulnérabilité la plus intéressante, elle concerne NetLogon et en particulier les RPC qui permet tout simplement de contourner le NetLogon et donc de prendre le contrôle d'un poste. Ce qui est particulier, c'est que la vulnérabilité est corrigée en 2 temps par Microsoft, donc annoncée corrigée en 2 temps. Donc, le premier correctif a été publié en août et le second arrivera en février de l'année prochaine. Donc, en gros, il est possible de contourner le correctif qui a été publié en août, ce qui est un petit peu gênant. Donc, il y a des mesures de contournement proposées par Microsoft. Alors, je ne sais pas quel impact fonctionnel ça peut avoir, mais c'est un petit peu embêtant. Par contre, ça reste exploitable essentiellement sur du réseau interne. Un correctif hors bande, bon ça je vais passer rapidement. Ça c'est le tableau que nous avions déjà publié plusieurs fois qui vous présente en fait la durée des supports de Windows 10, enfin des différentes versions de Windows 10 avec le prolongement en espèce de vert fluo lié au Covid. Juste, Nicolas commente en disant la vulnérabilité permet de se faire passer pour un domaine admin sur un PC depuis un client non authentifié. Mm. N'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à ajouter, il y a certes le chat, mais n'hésitez pas à commenter en ouvrant votre micro et puis en vous remutant juste après. Bon, après d'autres vulnérabilités, je vais les passer rapidement. La dernière est rigolote, en particulier par rapport à son numéro de CVE. En fait, ce n'est pas vraiment la vulnérabilité en soi, c'est un contournement d'une vulnérabilité précédemment identifiée, je crois, par Google Zero. Qui permet en fait tout simplement de charger une DLL, une librairie à partir alors je ne sais pas le traduire en français, le spooler d'impression, le print spooler, enfin le spooler d'impression de Windows. D'autres vulnérabilités, alors je vais les passer rapidement. SAP, on en reparlera après, il y a pas mal de vulnérabilités sur SAP qui ont été corrigées sur la quasi-totalité des produits SAP. Oracle également, beaucoup de bulletins, un peu plus de 400, vulnérabilités corrigées. Bon là, ça touche tous les produits Oracle. Comme Oracle a énormément de produits, c'est normal qu'il y en ait autant. Beaucoup de vulnérabilités d'exécution de code à distance avant authentification. Donc, tous les produits Oracle, il faut les mettre à jour très rapidement, en particulier Oracle, MySQL, racheté par Oracle il y a quelques années. Encore des vulnérabilités. Vulnérabilités sur les navigateurs. Donc, sur Edge, ça, c'est inclus dans les bulletins Microsoft. Sur Firefox, ça, c'est plus gênant. Il y a quasiment une trentaine de vulnérabilités. Et également des vulnérabilités sur Chrome, donc quasiment 70. Donc là encore, normalement, les navigateurs se mettent à jour aujourd'hui quasiment automatiquement, mais c'est important de vraiment procéder à ces mises à jour parce que là,
on a un moyen d'exécuter du code directement sur les navigateurs en naviguant sur une mauvaise page web. Pas mal d'applications web, Confluence, Jenkins, GitLab, encore des prises de contrôle, exécution de code, je passe. Citrix, c'est étonnant, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc là, nous avons des élévations de privilèges qui ne sont pas si intéressantes que ça. Les XSS peuvent être intéressantes, puisqu'en fait, en envoyant un lien spécialement formaté, on peut potentiellement détourner l'accès Citrix d'un utilisateur, ce qui peut être intéressant. Il y a également des vulnérabilités d'exécution de code sur Apache Struts. Apache Struts, ça rappellera des choses à certains. Ça rappellera la cible, dit en français. D'entreprises Entreprise américaine, voilà, Target. Pensez mettre à jour. Apache. Roundcube et Acrobat Reader, de la même manière, je vais passer. Globalement, ce sont des bulletins mensuels qu'il faut mettre à jour. Ça, c'est plus rigolo. Le deuxième sur les F5 Big IP. Donc F5 est un éditeur d'équipements de répartition de charge, donc des load balancers, mais également des WAF, solutions chères à Johan, donc des solutions de sécurité pour les applications web. Et là, en fait, il est possible d'accéder à des fichiers locaux sans authentification, voire même d'exécuter des commandes au sens F5. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc le premier, pour récupérer le fichier de conf, le bigip.conf, qui est le fichier qui contient quasiment toute la conf de l'équipement. Et le deuxième, c'est l'exécution d'une commande, mais une commande au sens bigip. Ce n'est pas une commande au sens commande shell. Mais on arrive à des choses tout aussi intéressantes. Donc voilà, on peut faire des choses plutôt intéressantes, voire compromettre totalement l'équipement. Donc les codes d'exploitation étant publics, et d'ailleurs sous vos yeux, il est fortement recommandé de mettre à jour tous vos équipements F5. Après les load balancers et les WAF, ce sont les firewalls Palo Alto là, qui sont vulnérables à une exécution de commandes avant authentification avec les privilèges d'administration. Par contre, là, je n'ai pas les détails de la vulnérabilité, donc je n'ai pas le code d'exploitation. C'est dommage. La deuxième est aussi intéressante, puisqu'en fait, donc les solutions de VPN Pulse, qui ont eu une actualité assez chargée en fin d'année et début de cette année, fin d'année dernière et début de cette année. Donc là, il y a toute une collection de vulnérabilités intéressantes. Prises individuellement, elles sont pas mal, mais si on les combine, on peut arriver à des choses plutôt... on arrive à une exécution de code. Typiquement, il y a une des vulnérabilités qui est un contournement du MFA avec les TOTP Google. Donc, si vous avez login mot de passe d'un utilisateur, mais qu'il y a de l'authentification forte par un TOTP, vous avez possibilité de le contourner. Et après authentification, vous avez aussi possibilité d'exécuter des commandes en tant qu'admin. Donc, en combinant plusieurs vulnérabilités, on peut arriver à une compromission de la plateforme, ce qui est plutôt intéressant. Correctifs fiscaux, une centaine de correctifs sur tous les produits Cisco, rien de nouveau, c'est quasiment comme à chaque fois, avec beaucoup de vulnérabilités assez critiques. Je ne sais pas si vous voulez qu'on s'attarde là-dessus, je le passe. Qu'est-ce qu'on a encore du Cisco? La dernière, alors moi je ne suis pas rentré dans les détails, mais en gros il y a une vulnérabilité sur le protocole LTE de la 4G qui permet en fait d'écouter les conversations. Par contre, je ne sais pas si quelqu'un a plus de détails. Moi je n'ai pas du tout eu le temps de rentrer dans les détails de cette vulnérabilité. De ce que j'avais vu, c'était le fait que vers une même tour où passait ton appel, il y avait les mêmes clés de chiffrement pour un même appel vers un utilisateur. Et donc, si jamais tu appelais la personne via l'exploitation pendant un certain laps de temps, tu pouvais rejouer un laps de temps d'un autre appel. Par contre, ça nécessite d'être sur la même antenne que la cible? Il me semble que oui. D'accord. Ah oui, ça limite quand même la portée de la vulnérabilité. C'est ça. Ok. Bon, après, si vous vous positionnez à côté d'une ambassade ou du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ça peut commencer à être intéressant. Ou du siège d'une entreprise importante. Ok. Bon, Android, pas mal de vulnérabilités. Également pas mal de vulnérabilités sur iOS. Bon, là, je passe.
Un petit tableau que nous faisions à un moment, que nous avons arrêté, nous le faisions en fin d'année, et là, donc l'Étienne l'a remis à chaque mois, qui est le nombre de vulnérabilités par éditeur. Donc tel quel, on peut avoir l'impression que l'éditeur avec le plus de vulnérabilités est le plus pourri. C'est pas forcément faux, mais en fait, il faut rapporter ça au nombre de produits que supporte l'éditeur. Ce qui fait que finalement, par exemple, si je prends l'exemple d'Oracle ou Microsoft, rapporté au nombre de produits qu'ils maintiennent, il n'y a pas autant de vulnérabilités que ça, comparé par exemple, à Google, où il y a quand même énormément de vulnérabilités sur les produits Android. Oui, et puis il faut voir la portée du produit, parce que alors peut-être un GitLab sera à disposition dans toutes les entreprises où il y a des développeurs, mais un Firefox sera à disposition dans toutes les entreprises où il y a des utilisateurs. Donc la portée est jamais la même. Je pense entre autres à Foxit, où ça peut être relativement réduit. Pareil à SAP, sauf que SAP, ce que ça touche, c'est le cœur de l'entreprise. Donc causalité n'est pas corrélation. Il y a de nombreuses vulnérabilités. Ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui cherchent et qui trouvent, et entre autres dans les équipes internes, je pense à Microsoft qui a fait beaucoup d'améliorations là-dessus, et on peut que les féliciter. Là où peut-être Oracle et IBM seraient peut-être, ou encore Adobe, serait peut-être un peu derrière, et ça serait bien qu'il y ait un peu plus de monde chez eux là-dessus. Ah oui, alors j'ai réussi à activer le chat et je vois que quelqu'un m'a dit que sur Shodan, il y avait des serveurs Microsoft DNS ouverts sur Internet. Les gens ont le droit de tenter de se suicider informatiquement parlant. Ensuite, donc tout ce qui est piratage et malware, ça c'est un sujet intéressant. Donc je pense que tout le monde connaît le malware virus Emotet, dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité, qui fait beaucoup de phishing avec pour objectif de compromettre des postes et des entreprises. Et en fait, une faille entre guillemets du malware fait qu'il était possible, en inscrivant une certaine clé de registre, de faire planter le malware. Et donc, en fait, cette clé de registre identifiée s'est échangée sous le manteau par un certain nombre de chercheurs en sécurité et de CERT afin de protéger leur système d'information. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que l'auteur de l'article et de la découverte a demandé au MITRE s'il pouvait avoir un numéro de CVE pour la faille qu'il avait trouvée sur le malware. Et en fait, le MITRE a répondu que non, ce n'était pas possible parce que c'était un malware et qu'en fait, donc, dans les conditions générales, il ne prenait pas en compte les vulnérabilités sur les malwares. Notez en plus que Emotet a beaucoup fait parler de lui hier, puisqu'elle a publié un bulletin d'alerte en disant que les entreprises françaises étaient particulièrement ciblées par le groupe en ce moment. Oui, tout à fait. Autre actualité de malware plus rançongiciel. Donc apparemment, le groupe nommé Suncrypt a annoncé avoir rejoint une communication comme une fusion d'entreprises, avoir rejoint le groupe Maze pour utiliser leurs infrastructures. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite, encore du malware, pas mal d'attaques effectivement sur les Docker, comme indiqué sur le lien du milieu, et pas mal d'exploitation d'API Docker publiées sur Internet, à la fois sur AWS et sur Docker. La petite particularité du second, c'est l'originalité du DJA, donc du générateur de nom de domaine, qui utilise en fait une chaîne de blocs que je ne connaissais pas, qui s'appelle Dogecoin, pour générer les noms des serveurs de commande contrôle, les C2. Ensuite, les fameux services de VPN. Donc, je ne sais pas si vous connaissez UFO VPN, que moi je ne connaissais pas non plus, donc est un des nombreux services de VPN qui ne servent à rien. Ce service affirmait donc ne garder aucune log des utilisateurs se connectant par leur VPN, sauf qu'en fait ils ont monté une instance Elasticsearch qui était accessible sans authentification sur Internet et qui contenait quasiment 1 Tera de données des utilisateurs avec l'IP source, l'identifiant, les informations des utilisateurs. Enfin, voilà, donc ils conservaient bien toutes les logs des utilisateurs de ce service. Et puis de manière générale, en fait, la plupart de ces services conservent les logs et le jour où la police vient frapper à la porte, plutôt que d'aller en prison, ils donneront les logs.
Voilà, sachant que c'est interdit en France, en tout cas, d'avoir un service de fourniture d'accès à Internet sans log. Puis globalement, de toute façon, ces services, à part pour contourner les restrictions de Netflix ou pour essayer de tricher sur les prix de ses billets d'avion en changeant de localisation, ça n'a vraiment aucun intérêt. Bon. D'ailleurs, très bonne vidéo que je recommande de Micode sur YouTube sur le sujet des VPN, où lui-même critique le business model et explique que ça ne sert à rien. Les deux suivantes sont rigolotes. Donc, le Sens et l'ISC2 ont été touchés par des fuites de données différentes, mais impactantes quand même. Donc, le Sens, c'est plutôt une attaque informatique, alors que pour l'ISC2, c'était un conteneur AWS S3 mal sécurisé avec pas mal de données dessus. Celle-là aussi est intéressante. Donc, il y a eu un article qui est sorti récemment qui indiquait qu'un employé de Tesla avait témoigné du fait qu'un citoyen russe avait essayé de le soudoyer pour lui faire mettre une clé USB sur un équipement du système d'information de Tesla. Donc après, je n'ai pas beaucoup plus de détails. À part qu'il s'est fait arrêter, effectivement, mais je ne sais pas si vous avez plus de détails sur le sujet, plus d'informations. Ça reste un piratage, de l'espionnage, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt criminel ou si le but était un but plutôt délinquant, de cyberdélinquance ou d'espionnage industriel. Non, je sais pas, mais j'imagine que tu parles du cas qui a aussi eu lieu en France un peu plus tard. Je ne crois pas. D'accord. Bon, il y a un agent de la DGSI, de mémoire, on me corrigera sur le chat, un agent de la DGSI qui était en poste en Italie et qui donnait des informations à un autre État, on va dire les Russes au hasard, qui est venu passer ses vacances en France et qui, au moment de reprendre l'avion, a eu la courtoise visite de deux collègues de la DGSE pour lui dire en fait, tu vas pas repartir, faut qu'on parte. Donc, il ne faut pas trahir. Donc quelques infos supplémentaires concernant l'attaque qu'a subi Twitter visant à publier un message demandant à envoyer de l'argent sur un compte, sur une adresse Bitcoin. C'est plus des détails sur la manière dont l'attaquant, je crois que c'est un attaquant, le plus jeune devait avoir 17 ans, 18 ans, je crois. Oui, c'est ça, C'est 17 ans. quelques gamins américains, je crois 3 ou 4 gamins américains qui ont utilisé des techniques d'ingénierie sociale pour finalement contourner les authentifications fortes des utilisateurs, des administrateurs Twitter pour avoir accès au portail et pouvoir contourner l'authentification forte des différents comptes des utilisateurs qui sont listés au-dessus, avoir accès à leur compte et poster ces messages. Bon, finalement, eux vont aussi, comme l'agent de la DGSI, passer l'été et l'hiver au frais. Le deuxième est assez rigolo, c'est donc pour essayer de compromettre des comptes cPanel, qui est un espèce de portail d'administration cloud. Donc des attaquants ont lancé une campagne de phishing avec un faux bulletin de sécurité sur cPanel pour installer une nouvelle version compromise. Alors, les rançongiciels. Donc, il y a Canon qui a été victime du groupe Maze, qui fait vraiment beaucoup parler de lui en ce moment. A priori, 10 Tera de données ont été volées. Et alors, je ne suis pas sûr que ce soit Canon. J'ai mis le lien dans les. J'en parlerai tout à l'heure dans les trolls. Mais bon, en gros, et je crois que Canon a payé. Je ne suis pas sûr, mais je crois que Canon a payé. Ou peut-être pas, parce que eux, peut-être que leurs données ont été. Il me semblait que Canon n'avait pas payé. Moi. Oui, non, pardon. Je confonds avec l'exemple de tout à l'heure. Canon n'a pas payé, effectivement, une partie des données ont été publiées. Ensuite, Orange et MMA également victimes de rançongiciel. Il y en a quasiment toutes les semaines en ce moment.
Et dans le chat, on dit que Garmin, nous en avions parlé donc, juste avant les vacances, effectivement, avait été compromis par un rançongiciel, ce qui avait d'ailleurs coupé une partie des services, aurait payé la rançon de 10 millions de dollars pour réactiver ses services. Et tu le redis probablement plus tard, hein, mais l'agence l'ANSSI a sorti un guide sur le rançongiciel où ils invitent, dans la plupart des cas, à ne pas payer. Après, c'est compliqué quand toutes tes données sont bloquées par un attaquant, que tu n'as pas forcément les sauvegardes. Enfin, c'est un sujet compliqué. C'est de toute façon un sujet compliqué. On rappellera à l'aimable auditoire que si vous devez payer parce que vous n'avez pas le choix, demandez à payer juste une toute petite partie pour être sûr que le pirate en face puisse déchiffrer, parce qu'il s'est avéré qu'il y avait des cas où le pirate n'était pas en mesure de déchiffrer. Donc faites attention à ça. Puis à la limite aussi, faites appel à des vrais négociateurs professionnels du sujet lors de la négociation. Ça évitera tout problème sentimental, d'énervement. Enfin, bon. Et on a vu des bonnes baisses de rançon, mais ça t'en parle peut-être aussi grâce aux Dans le dernier négociateurs. troll, oui. Ouais. Ouais. On y reviendra à ce moment-là. Sinon, chose assez étonnante, la Corée du Nord qui a attaqué Israël, et apparemment ça a fonctionné, basé sur LinkedIn. D'ailleurs, pour faire pas mal de recrutement en ce moment, je vois passer beaucoup de faux profils sur LinkedIn et de fausses candidatures. Alors, pour l'instant, j'ai trouvé aucune charge malveillante dans les CV qui m'ont été envoyés, mais par contre, quand il y a des photos, régulièrement, j'arrive à retrouver par reconnaissance faciale massive les photos sur des comptes VK, sur des comptes Facebook, et j'arrive à voir que ce sont des faux profils et que les personnes n'existent pas. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Alors, ces deux sujets, je ne les ai pas du tout regardés. Publication d'une liste concernant Zero Trust. Je vous recommande la magnifique émission de No Limit Sécu sur le sujet Zero Trust qui a été publiée il y a 1 ou 2 semaines. Il y a un MISC aussi sur le sujet. Et un MISC également, oui. D'ailleurs, l'émission était liée à la publication de l'article dans MISC. Et le dernier, le Shield du Mitre, oui, on en parlait depuis un moment, qui a été publié, qui reprend en fait les codes du Mitre attaque, donc les techniques d'attaque, mais là sur la partie défense. Donc en fait, sur le framework Mitre attaque, vous avez, pour faire simple, une liste de toutes les techniques d'attaque, de pivot, etc., avec un code afférent, ce qui permet de parler le même langage quand on discute avec des SOC, des CERT, des équipes de réponse à incidents, quand on teste des solutions de sécurité ou lorsqu'on veut essayer d'évaluer sa capacité à répondre à une attaque. Et donc, côté Shield, vous avez l'inverse, c'est-à-dire la partie vraiment défense, donc les types de détection et de réaction associés à toutes ces attaques. Et c'est pas mal d'avoir cette nomenclature parce que ça aide vraiment dans la partie défense et réponse à incident. Même chose, je ne les ai pas lus ces deux-là. Pour LibCloud Forensics, en fait, ce sont les équipes Google qui ont publié une bibliothèque qui permet de faciliter et d'automatiser via du code la récupération d'artefacts sur des environnements cloud, donc tout ce qui est Azure, Google Cloud Platform, AWS. Et également, il y avait, il me semble, la possibilité de créer des machines d'analyse via du script. Est-ce que quelqu'un a déjà testé cet outil ? Ça pourrait être intéressant de regarder. Et sur le document de l'ANSSI, moi je l'ai lu. Hein. Mis à part que je me questionne toujours sur les tests visuels qui sont faits sur les couvertures du guide. Rien de très nouveau, du bon sens, des témoignages effectivement d'entreprises on sait qu'elles se sont faites attaquer et les conseils habituels, donc j'en parlais tout à l'heure, hein, ils disent ne pas payer la rançon, faites les sauvegardes de vos données, préparez vos PRA, testez-les, contactez un PASSI, contactez un PRIS, des choses comme ça. C'est rien de neuf, ça se lit extrêmement rapidement, donc c'est toujours bon de jeter un œil dessus, et comme ça vient de l'agence, ça peut toujours avoir un poids
un point un petit peu supplémentaire sur les hiérarchies, donc n'hésitez pas à le faire suivre. Nouveauté. Alors, la détection d'environnement de sandboxing, c'est pas une nouveauté, mais le fait que ça détecte par exemple any run, ça c'est plutôt intéressant. Sachant que la détection d'environnement de sandboxing, en général, ça peut même se faire depuis des macros Office. Il y a pas mal de fonctionnalités qui permettent de différencier un vrai poste, un vrai serveur d'une sandbox. Pas forcément d'une machine virtuelle, mais d'une sandbox. Petite astuce que moi j'utilise, c'est le numéro de série, enfin pas le numéro de série Microsoft Windows. En fait, moi je me maintiens une petite base personnelle de numéros de série de sandbox. Et en fait, quand j'atterris sur certains numéros de série licence Microsoft, je sais que je suis dans une sandbox plutôt que sur un véritable poste ou serveur, même en machine virtuelle. La durée de validité des certificats, alors ça c'est un gros sujet qui est très compliqué. Je crois que c'est Google qui avait voulu essayer de réduire ça à 1 année. Donc là c'est un petit peu plus. Je ne connais pas l'origine des 98 jours au lieu des 398 au lieu des 365. Nicolas me dit que non, c'est Apple qui voulait réduire à 1 année la durée de validité des certificats. Pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un a l'information de pourquoi 398 ? Est-ce qu'il y a 33 jours supplémentaires pour avoir 1 an et 1 mois et 2 jours Oui, on me dit 1 an plus une marge. Bon, ça pose vraiment pas mal de problèmes pour les entreprises qui ont du mal à générer rapidement des certificats. Ça tend à pousser vers le cloud et donc à perdre une certaine indépendance. Après, il y a des solutions type certificate, type Let's Encrypt qui permettent d'avoir de l'automatisation de génération de certificats, mais ça peut toujours ne pas fonctionner. Donc, il faut superviser de manière générale ces certificats. Et les certificats de Let's Encrypt, c'est 3 mois. Donc, moi, je pense que ça va tendre à se réduire et qu'on va rapidement tomber au 1 an, voire aux 6 mois, parce que ça s'appuie sur de la crypto, la production des certificats. Il n'y a pas de raison, si on peut les renouveler facilement, automatiquement, il n'y a pas de raison que ça dure aussi longtemps. On le faisait parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de procédure d'automatisation liée à la mafia des certificats. Mais bon, dans le chat, on parle justement de Let's Encrypt et de l'automatisation. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même superviser ces certificats, parce que moi, j'ai déjà vu des cas où le process crashait, ou ne s'était pas bien lancé, où il y avait un problème de date, ce qui fait que le certificat n'était pas renouvelé, et donc ça générait après un problème d'accès au service. Donc, oui, c'est bien de l'automatiser, mais il faut quand même le superviser. Ensuite, une sortie de Metasploit 6 avec pas mal de nouveautés, en particulier le support de SMB v3 beaucoup plus stable, ça c'est vraiment intéressant. Et les payloads polymorphiques, mais ça fonctionnait déjà très. Par contre, le lien n'est pas bon. Mais il était déjà il était assez facile de contourner la plupart des antivirus avec MSF Venom et de générer des exécutables, Java, etc., qui contournent la plupart des antivirus. L'autre est assez rigolo, c'est que je crois qu'on en avait parlé avant l'été, mais en gros, les MSI, qui sont les fichiers d'installation de Microsoft, sont comme des exécutables signés par Microsoft. Et comme fonctionnent comme des exécutables, le fichier est lu du début jusqu'à la fin. Les jars, donc les fichiers Java qui sont lus et exécutés par le binaire Java, eux, par contre, ce sont des archives zip. Donc, ils sont lus du dernier octet au premier octet. Ce qui fait que si vous concaténez un fichier jar à un fichier MSI, au sens de la signature du fichier MSI, votre fichier sera valide. C'est-à-dire que je prends n'importe quel fichier MSI d'installation Microsoft, je le concatène après un fichier jar malveillant, la signature du fichier MSI sera conservée.
mais par contre lu par, le fichier sera quand même interprétable et par Java. Donc en fait, ça permet d'avoir tout simplement un jar signé, considéré comme signé par exemple par Microsoft et qui peut potentiellement contourner les antivirus. C'est assez rigolo. Ça ressemble un peu à ce que fait Ange Albertini avec tous ses formats de fichiers polyglottes. Mais là, par contre, ça a été vu dans la nature comme exploité par des cybercriminels. Alors, ça, c'est la blague du moment. Donc, VadSecure, je pense que vous connaissez, qui est une solution de sécurisation du mail française, lilloise, je crois. Donc, qui est numéro 2 mondial après Proofpoint. Fait l'erreur d'aller attaquer le marché américain et en bon américain, Proofpoint a utilisé une technique classique américaine qui est d'attaquer en justice VadSecure pour n'importe quoi. Donc là, l'idée de Proofpoint, c'était d'attaquer VadSecure sur une suspicion d'appropriation de secrets d'affaires parce que VadSecure a embauché un ancien commercial, un ancien salarié de Proofpoint, mais je crois que c'était un commercial. Et donc Proofpoint sous-entend que cette personne serait partie avec des secrets qu'il aurait utilisés pour VadSecure. Et aux États-Unis, c'est extrêmement facile de lancer ce genre de procédure. Ça ne demande aucune preuve, rien, et ça permet d'éloigner la concurrence étrangère. C'est juste du protectionnisme sale à l'américaine. Autre sujet sur VadSecure, je ne sais pas si c'est lié ou si c'est lié au Covid, mais VadSecure devait faire une levée de fonds de 70 millions d'euros ou dollars, je crois que c'est dollars, aux États-Unis. Et malheureusement, la levée de fonds a été annulée. A priori, ce serait peut-être aussi à leur faible croissance sur 2020. De mémoire, c'est à la demande de VadSecure, parce que le fonds a effectivement profité de la partie Covid pour dire les chiffres ne sont pas là, ce qu'on vous demande, c'est un délai supplémentaire pour voir si on va investir ou pas. Et VadSecure a dit, dans ces conditions, ça ne nous intéresse pas, au revoir. Et il y a eu un prêt qui a été fait et quelque chose auprès de la BPI. Ok. Bon, en tout cas, c'est dommage pour VadSecure, mais on leur souhaite quand même bon courage pour attaquer le marché américain. Puis j'espère que le procès se passera bien et qu'ils le gagneront. Dans l'article, j'avais lu qu'ils avaient quand même déjà dépensé quasiment 500 000 dollars de frais juridiques. Ça commence à être conséquent. Après, s'ils gagnent, je ne sais pas si Proofpoint rembourse. Je pense pas, mais bon. Je ne sais pas, je pense pas. Je ne sais pas comment ça se passe. On parlera justice encore tout à l'heure avec Renaud. Alors, est-ce qu'il y a un sujet vraiment particulier ? Je ne sais pas s'il y a un sujet en particulier que vous souhaitez traiter là. Non, mais simplement le RGPD, ça continue. Ouais. C'est partout, sanction de 150 000 euros et injection sous astreinte. Donc la CNIL continue son travail en France. Les entreprises continuent d'être assez absentes sur la régularisation au niveau RGPD, en tout cas ce que j'en constate moi dans mon entourage propre. Donc faites attention, d'autant plus si vous êtes innovant ou dans un secteur que la CNIL n'a pas encore vu. Il faut bien faire attention à tout ça. Ah, on va dire que c'est le troll du mois, ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un petit peu avant l'arrestation de Carlos Ghosn, Wavestone avait été mandaté pour réaliser un test d'intrusion, mais tout à fait normal chez Nissan. Et comme toute test d'intrusion, d'ailleurs réalisé par une personne que nous connaissons très bien, comme toutes les intrusions internes, il a terminé avec des privilèges assez élevés. En particulier, il a fait une capture d'écran du fait qu'il pouvait potentiellement accéder au mail de Carlos Ghosn. Et en fait, Bloomberg, qui continue dans ses articles tout à fait, comment dire, j'essaie d'être bienveillant. Je vais m'arrêter je vais arrêter cette phrase parce que ça va être compliqué. Innovant dans la prospective. Ouais, comme la fameuse backdoor chinoise de la taille plus petite qu'un grain de riz qu'on trouvait sur toutes les cartes mères. Enfin bon. Donc Bloomberg a fait un article où il parle justement de toute l'affaire Ghosn-Nissan et en particulier sur cet audit. Sauf qu'en fait, ils emploient le terme de hack au lieu de parler d'audit ou de pentest. Alors je crois qu'à un moment, ils emploient le terme d'audit. Mais en fait, ils mélangent volontairement les deux sujets pour donner l'impression qu'en fait, c'était une action totalement illégitime avec pour vocation de préparer l'arrestation de Carlos Ghosn. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donnera en justice.
il est possible que la défense de Carlos Ghosn utilise cet argument pour essayer de nullifier les preuves par mail en disant regardez, quelqu'un pouvait potentiellement accéder aux mails et donc les modifier, sachant que la personne qui a mandaté l'audit, je crois que c'est le numéro 2 de Nissan dont j'ai oublié le nom, mais qui était aussi responsable de la sécurité, donc il était tout à fait légitime à demander cet audit. Après, je ne sais pas si derrière, ils ont réalisé des actions malveillantes en récupérant les mails de Ghosn, j'en sais rien, mais par contre, bon, on verra si ce sera utilisé dans le procès côté défense de Carlos Ghosn. Bon, j'espère qu'en tout cas, côté Wavestone, il n'y aura pas d'effet sur leur image et encore moins, j'espère, sur le salarié que nous connaissons bien qui a réalisé l'audit parce que c'était tout à fait légitime et tout à fait normal. Et alors ça, c'est plus un message pour les auditeurs pentesters. Il est toujours très, très important de garder, donc déjà de vérifier lorsqu'on fait un audit que le signataire de l'autorisation d'audit est bien légitime à signer et à mandater l'audit et de bien garder tous les documents de preuve de ce type-là. Je ne parle pas des preuves techniques, mais parce que ça, on est censé les effacer après l'audit, mais vraiment tous les documents, tous les échanges par mail sur l'autorisation d'audit, sur le périmètre, etc. Parce que dans ce genre de cas, ça peut permettre de se protéger. Alors, conférence passée, donc il y a eu la DEFCON et la Black Hat en ligne. À venir, donc la Brucon et l'EHAC ont été annulés. Acclu, a priori, est maintenu, tout comme BotConf en décembre, qui par contre sera en ligne cette année. Alors, quelques trolls. Non, Akelu n'est pas. Akelu est supprimé, ils ont fait une autre version, ils vont sortir un livre, mais il n'y aura pas de conférence. Ah, ok, dommage. Alors, le premier, je ne l'ai pas lu. C'était en fait la société Experian qui est basée, je crois, en Afrique du Sud, qui ont été victimes d'une fuite de données récemment. Donc, en fait, leur excuse, c'était on n'a pas été victime d'un hack, il y a juste un attaquant intelligent qui nous a persuadé de lui transmettre nos données. Donc, en fait, l'attaquant avait fait, je crois, une attaque par phishing, donc par appel téléphonique, où il avait déjà en fait les noms, prénoms et numéros de carte d'identité. Et à partir de là, il a pu récupérer d'autres informations à caractère personnel, notamment numéro de téléphone et adresse. Ok. Et ce sont des utilisateurs de où? Enfin, des citoyens de où? Quelle origine? Il me semble que c'était d'Afrique du Sud, je vais vérifier. Ok. Ouais, .co, .za, oui, il y a de fortes chances. Ok. Et l'autre, c'est sur Apple. Bon, c'est normalement les stores Apple et Google réalisent un certain nombre de contrôles de sécurité sur les nouvelles applications publiées, mais beaucoup de ces contrôles de sécurité sont quand même automatisés, donc ce qui permet potentiellement de les contourner. Alors ça, c'est aussi très beau. C'est une publication au journal officiel. Et alors, je ne sais plus sur quoi ça portait, mais en gros, il y avait une publication officielle avec l'utilisation du mot digital qui a été renvoyé. C'est sur la nomination au cabinet du secrétaire d'État au du Premier ministre. Donc, c'était nomination en tant que... Alors, j'ai les vidéos, c'était... Tu as son titre? Ouais, c'est plus expert, enfin, c'est pas expert au digital, mais c'est quelque chose comme ça. Et c'est maintenant numérique. Expert au numérique. Donc, ils ont enlevé les doigts pour mettre... mettre le vrai terme. C'est le vrai terme. Et de mémoire, c'est pas le seul. Hein. Du coup, il y en a d'autres qui ont suivi. Ok, intéressant. Ah oui, ça c'est de ce dont je parlais tout à l'heure. C'est US Travel Management qui a donc été victime d'un rançon logiciel. Ils ont payé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'échange, le chat entre les cyberdélinquants et l'entreprise ont été accessibles publiquement. Donc vous avez le lien Twitter, vous avez les captures d'écran de ces échanges.
Et donc, en fait, vous avez la négociation pour faire baisser le prix, où en fait l'entreprise disait ah non, mais c'est beaucoup trop, on n'a pas cet argent. Et le cyberattaquant disait oui, mais vous avez l'air d'être des professionnels, nous pouvons réduire le prix. Enfin, bon, en gros, ils ont réduit le prix de quasiment moitié. Et à la fin, ils ont proposé même des recommandations pour améliorer le niveau de sécurité qui sont celles que, alors je ne sais pas toutes listées, mais qui sont celles qui sont là. Bon, qui ne sont pas exceptionnelles, mais bon, voilà. Bon, c'est assez rigolo en tout cas et intéressant de voir ce type d'échange publié. Ça permet de comprendre un peu mieux la négociation et ce qu'il est possible d'avoir comme réduction ou autre avec les attaquants. Et je crois que c'est le dernier slide. Ouais. Donc, prochaine réunion de l'OSIR, pas du tout le 8 septembre, ce sera en octobre. Je n'ai pas la date sous la main, je vous le dis tout de suite, ce sera le 13 octobre. Je corrigerai ça. Donc, prochaine réunion de l'OSIR le 13 octobre. Comme l'a dit JP au tout début, ce sera encore une fois en réunion Zoom. Et puis, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure si nous revenons à des réunions en présentiel. Un petit mot, j'ai envoyé un mot sur la liste, comme Vladimir n'était pas disponible ce matin, je ne sais même pas s'il l'a vu. On a reçu, oui, des candidatures au concours. Donc, il y a eu pour l'instant une sélection pour un étudiant qu'on a averti par mail. Donc, il a gagné 1 an d'abonnement à la plateforme Pentester Lab. Et il viendra présenter normalement sa soutenance de mémoire de stage dans une réunion de l'OSIR. Notre appel a été un petit peu relayé, mais on n'a pas eu beaucoup de candidatures. Donc, du coup, comme il nous reste 7 abonnements d'1 an à la plateforme Pentester Lab, ce qu'on vous propose, c'est de laisser ce concours ouvert. Et donc, s'il y a des étudiants qui veulent nous envoyer, comme je l'avais mis sur la liste, sous format de 10 slides maximum, un résumé de leur stage de fin de formation, que ce soit BTS, DUT, licence, Master 2, doctorat. Alors, doctorat, c'est plus des articles que la thèse elle-même. Ils peuvent faire pour la thèse, bien sûr. On sera ravis d'étudier ce qui est envoyé et puis éventuellement de les doter d'un abonnement si c'est retenu par le jury. Donc, félicitations à Nathaël qui a gagné et j'espère que vous le verrez bientôt. Surtout, n'hésitez pas à relayer cet appel. Je l'avais mis sur la liste et sur LinkedIn de mémoire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander. Très bien, merci à tous. Alors, on peut arrêter l'enregistrement. Oui.